tout nous semble accessible par les réseaux sociaux, on nous sert ce qui est bon pour nous par des algorithmes où en fait on est conduit dans un schéma de pensée qu'on pense explorer totalement, alors qu'en fait c'est la perpétuation systématique d'un confort de pensée et d'un confort visuel. Et c'est la question du confort, qui vient questionner la question de la santé de manière importante, hein. Et la question aussi de... Les mots entrepreneuriaux seraient de l'optimisation de l'expérience utilisateur. Est-ce qu'on veut une vie qui est une optimisation de notre expérience utilisateur et où on ne se confronte jamais à rien de neuf, où on ne va jamais chercher nos propres failles et les failles du monde, où en fait on est dans un techno-cocon confortable qui fait de nous des morts vivants. Parce que ce techno-cocon, c'est un cercueil. Et c'est exactement le cas sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, etc. L'algorithme est fait pour que vous ne tombiez que sur des choses qui vous intéressent. En permanence, vous allez tomber sur la petite vidéo sympa, qui dure juste la durée, qui va bien. Et d'ailleurs, YouTube, Instagram, etc. ne se sont pas trompés, ils ne font que des shorts. Une vidéo d'1h30, c'est déjà trop long, quoi, à consacrer. Donc il va falloir que ça dure moins de 2 minutes. La plupart des professeurs se plaignent que l'attention de leurs élèves, désormais, est de l'ordre de 8 minutes. Ils n'arrivent pas à tenir l'attention de leurs élèves. Plus de 8 minutes, ils sont obligés de déployer des trésors de circuits de récompense pour arriver à les tenir en haleine dans la série Netflix d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à compter, d'apprendre l'histoire, d'apprendre la géographie. Qui se passe d'ailleurs, l'apprendre à écrire se fait beaucoup sur tablette d'ailleurs maintenant. On passe plus par la matière, par éprouver l'angle, par raturer, par gommer, par contraindre son poignet. Aujourd'hui, tout est facilité avec des stylets où il y a besoin d'effleurer l'écran tactile pour que ça se passe. Et c'est là aussi où j'en viens, où l'épreuve de... Enfin, tout est rendu facile avec des caractères qu'on peut grossir. La lecture et l'écriture, voire l'illustration par le coloriage, ne sont plus des actes exigeants. Et on n'a plus à tailler de crayon, on n'a plus à se mettre sur les doigts, on n'a plus à mettre de la transpiration dessus et faire attention, on n'a plus à être appliqué, et on n'a plus aussi à toucher cette matière-là. Et donc forcément, on rentre moins dedans. Alors je vais être un peu taquin, je connais la réponse, c'est comment tu écris ? Tu écris sur papier ? Tu écris sur l'ordi ? Est-ce que tu as toujours écrit de cette façon ? Comment ça se passe ? Parce que c'est ça qui est intéressant, de voir en fait que on peut aussi se disposer avec un outil. Ouais. C'est un peu taquin, effectivement. Moi, j'écris pas bien en termes de graphie. J'ai une écriture de médecin. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu comme une ordonnance quand vous n'arrivez pas à relire. Et le premier à pas savoir relire, c'est le pharmacien, mais c'est aussi le médecin lui-même. Donc parfois, quand je relis, je suis pas capable de relire ce que j'ai écrit. Mais avant de te répondre là-dessus, j'aimerais juste rebondir sur une chose, c'est peut-être l'ensemble de cette confusion vis-à-vis de la technique et du confort vient d'une confusion entre le plaisir et le bonheur. Que le plaisir qui serait un instant fugace de récompense, comme en mangeant un stop-tout, enfin un bonbon, j'aime bien la réglisse, voilà. Et ça, c'est du plaisir, mais ça va s'effondrer tout de suite. Et c'est quelque chose que je vais toujours vouloir aller chercher à l'extérieur. Et que je vais quémander comme une drogue. Il va falloir que j'ai mon dealer. Et que je lui donne toujours plus de pognon, en plus, hein, vous avez compris. Hein. Vos dealers de plaisir, votre abonnement va augmenter progressivement. Ou le prix à payer va être de plus en plus important. Alors que le bonheur, c'est une espèce de difficulté qui est traversée et qui nous met au contact avec nous-mêmes et à un monde élargi. Et alors c'est un peu simple, on n'a pas le temps de faire tout un truc sur la recherche du bonheur, quoi, qui est le gros enjeu philosophique par excellence, quoi. Hein. C'est avec toutes les philosophies antiques grecques sont ce qu'on appelle des eudémonismes, c'est-à-dire des questions de la recherche du bonheur, quoi. Et on a substitué cette recherche du bonheur avec peut-être les difficultés qu'elle impose, les initiations qu'elle impose, les souffrances qu'elle nécessite et qu'elle requiert, et la traversée juste de ces souffrances, on les a suppléées par la quête obsessionnelle du bien-être et du plaisir. Et donc là, pour moi, il y a une confusion, il y a une erreur. Alors, ça va peut-être faire vieux con réac, hein, mais il y a un enjeu très profond que je dirais avec des gros mots ontologiques, existentiels, propres, sur qu'est-ce qu'on fout là sur Terre. Est-ce qu'on est là pour ne faire qu'une quête obsessionnelle du plaisir avec des maîtres qui en permanence vont nous jeter dans le bec
un petit peu plus de sucre dans toutes ces... Voilà, vous comprenez le symbole que j'utilise avec le sucre, hein. Ou est-ce qu'on est là pour se réaliser, se singulariser, s'individuer, au sens jungien du terme, de Carl Gustav Jung, qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'individuation et de la singularisation, qui est, je dois au fond trouver ce que je fais là. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi je me suis incarné? Pourquoi je me suis mis dans de la barbaque, dans de la chair? J'aurais pu rester un esprit éthéré dans le monde des âmes, avec les anges, ou en fonction de vos cosmogonies. Non, j'ai été mis là, dans ce monde difficile où je peux avoir faim, je peux avoir soif, je peux avoir froid, peut-être cet hiver pour certains, vu ce que nous préparent nos gouvernants. Voilà, on traverse quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance et qui nous permet de trouver notre forme. Pour revenir sur le médium utilisé pour écrire, effectivement, aujourd'hui, le médium informatique s'est complètement substitué, pour moi en tout cas, à l'écriture sur du papier. Mais j'utilise encore le papier pour faire ce qu'on appelle les chemins heuristiques, c'est-à-dire structurer ma pensée, structurer les mots-clés, les paragraphes, faire un thème, griffonner, mettre mes idées au brouillon. Et ça, c'est quelque chose qui me reste de mon parcours philosophique, on va dire, dans les études, c'est la technique de la dissertation. La technique de la dissertation, quelque chose qui devrait être enseigné à tout le monde, parce que ça structure la pensée de manière très importante, mais ça commence par un brouillon. Ça commence par différence et répétition, agonie et renouveau du système de santé. Ok, ce que je vais bien pouvoir dire là-dessus, c'est le thème de la dissertation. Et là, on va mettre au brouillon plein de choses. Et on va laisser jaillir tout le brouillon et toutes les questions, tous les points d'interrogation qui restent, tous les points d'exclamation qu'on a envie d'hurler, qui vont se déployer sur une feuille. Et moi, je prends une feuille A3. Parce qu'un A4, je me sens contraint. Donc je prends une feuille A3, et sur ce A3, je griffonne. Et une fois que j'ai ça, j'en prends encore d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Il y en a plein dans la maison. Carole, elle en peut plus, on les jette, mais moi je veux les garder, parce que je veux pouvoir revoir un peu ce qui a pu jaillir. Et c'est à partir de ce travail sur papier, avec de l'écriture, avec le moyen du stylo, avec des stylos que j'aime plus que d'autres. Il y a des gens, peut-être ils passent des heures à essayer des stylos dans les papeteries, il y en a d'autres qui s'en fichent, ils prennent n'importe quoi. Mais il y en a, voilà, il y a des stylos à encre noire qui glissent bien, et d'autres pas du tout. Il y a du crayon gris qui gratte, qui frotte, qui va être plus dur, qui va être un peu trop pâle en plus quand on veut le relire. Il y a du stylo encre qui va gicler partout, on a plein des doigts. Moi j'aime encore cette confrontation-là à cet objet très artisanal du crayon, du stylo et de la feuille de papier. Donc le premier jet, le premier transfert de la tête à la forme donnée, c'est-à-dire le mot, la composition des caractères, toi c'est toujours de prendre une feuille, de prendre un stylo, de structurer, de faire des combinaisons, et ensuite la finalisation, une fois que tout est structuré et assemblé, sur ce support-là, tu jettes sur l'ordinateur. Ouais, il y a d'abord un plan de cohérence, enfin il y a d'abord cette phase du brouillon, puis après d'essayer de mettre en cohérence les morceaux, et d'essayer que ça prenne une forme, et finalement qui va jaillir presque de la feuille, hein, c'est-à-dire qu'une fois que se sont sédimentés tous ces concepts, tous ces mots-clés, toutes ces petites phrases, tous ces petits morceaux au brouillon dans la tête, il y a une forme qui se dégage. Peut-être un peu comme quelqu'un qui ferait une sculpture, au fond il va pas contraindre la pierre, il va essayer de trouver les lignes de faille de la pierre. Et il va jaillir de ce morceau de bois, de cette pierre, quelque chose qui était déjà là, dans la pierre. Là, c'est pareil, dans ces concepts qui sont posés dans cette feuille, il y a déjà une cohérence et une structuration qui est là, que j'ai qu'à trouver. Je vais pas l'inventer, je vais pas la plaquer sur le réel. Alors que dans la phase informatique, pour moi, il n'y a pas le recul possible. J'arrive pas à dézoomer. J'arrive pas à prendre de la hauteur, j'arrive pas à voir l'ensemble du propos et où est-ce qu'il conduit. Puisque je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, que une partie du travail d'écriture, c'était justement de mettre un fil d'Ariane dans la labyrinthe du réel. Et si j'arrive pas à avoir, moi, une grande vue de ce labyrinthe, et tiens, par où je pourrais sortir, je peux, a fortiori, pas détailler les étapes du chemin. Donc, voilà, il m'arrive d'utiliser l'écriture par informatique quand il y a des choses qui jaillissent, qui sont pas prévues, et où je vais essayer de les figer là, mais ce seront des petits fragments que je vais réutiliser et qui seront remis sur cette feuille de papier dont je t'ai parlé. C'est des notes instantanées. Voilà, c'est presque, mais qui pourraient presque pour moi être des notes orales. Alors c'est justement, j'allais venir là, c'est qu'avant il n'y avait pas le choix, c'est-à-dire que il fallait un papier, un stylo.
Et aujourd'hui, et il y a même des chanteurs qui font ainsi, c'est-à-dire il y a le matériel est tellement de bonne qualité pour enregistrer, ils enregistrent, et en fait des bouts de phrases, ou des strophes, et ils les concatènent comme ça, et après ils les remontent, et jamais ils n'ont chanté la chanson en entier à partir où ils la mettent, du moment où ils la mettent. Il y en a d'autres, là pour le coup des auteurs, qui vont dicter leurs livres, c'est-à-dire qu'ils ont les mots, ils voient les mots devant, à l'intérieur de leurs yeux, et vont réciter ce qu'ils voient, plutôt que de transmettre sur le papier. Il y en a d'autres qui écrivent directement, ou il y en a d'autres qui vont passer par l'intelligence artificielle pour transcrire ce qu'ils ont dit de manière tapée, avec une transcription. Et il y en a d'autres, on parlait hier avec quelqu'un qui est auteur, lui il écrit directement sur un Google Drive. En fait, on se rend compte que tout est possible, et c'était cette résonance-là de possible technique. Il y a encore 2 générations, elle était impensable, et il y avait uniquement l'expression sur le papier, et après fallait taper sans faire aucune erreur, et c'était jamais l'auteur qui le faisait, c'était toujours quelqu'un de la maison d'édition qui allait opérer dessus. Et moi j'y vois puisque chacun, il y a des gens qui sont très visuels, il y a des gens qui sont très sensuels, qui ont besoin d'éprouver, de toucher, comme tu le disais, qui vont peut-être même écrire avec un papier parce qu'il est très râpeux pour eux se forcer à rentrer dans la matière et puis insister sur les mots. D'autres qui vont utiliser des choses non effaçables pour bien réfléchir avant, pour être sûr d'écrire le bon mot. D'autres au contraire qui vont jeter, on va dire, de manière détachée et raturée. Moi par exemple c'est mon cas, j'écris beaucoup et je rature beaucoup. J'ai besoin d'énormément raturer. Donc je sais que je vais sauter 2-3 lignes à chaque fois et je vais remettre des interstices jusqu'à ce que ça devienne illisible et que je sois obligé, contraint par la machine à remettre dessus. Et je dis ça parce qu'une grande partie de ton livre, c'est quand même la technique et la dépendance technique. Toi, du coup, tu as bien fait la part des choses en te disant, ça reste un outil. Évidemment, je veux en venir au fond du problème, parce que toi, tu es médecin, anesthésiste, réanimateur, donc ultra dépendant de la technique. Tu peux pas exercer ton savoir-faire sans la technique. Est-ce qu'à un moment donné, tu fais un parallèle, et on pourra finir sur cette question-là, j'utilise un moyen technique, je vais utiliser, là, pour faire connaître ton livre, tu utilises un moyen technique. Est-ce que toi, tu as réfléchi entre cette dépendance technologique que tu as avec ton métier, ton savoir-faire, et aussi celui de mettre à jour, de proposer au lecteur une œuvre en partant de moyens techniques que tu tentes de dénoncer dans le fond de ton œuvre? Oui, c'est des très gros enjeux que tu soulèves ça qui pourraient nous faire discuter pendant des heures. Je considère pour ma part que mon art de l'écriture n'est pas abouti. Ça veut pas dire que faut pas lire le livre, bien sûr, faut le lire, mais que chaque itération d'un ouvrage va me faire explorer d'autres dimensions techniques et la résonance qu'il peut y avoir avec moi. Le premier ouvrage qui a été fait avec Stéphane aux éditions Très Daniel dont tu as parlé, Tous résistants dans l'âme, a commencé par des entretiens oraux, donc du domaine de la parole, et qui ont effectivement été retranscrits par quelqu'un sur papier, enfin sur informatique, et qu'on a retravaillé, que j'ai moi retravaillé encore à partir de ce texte primaire. Parce que un texte oral retranscrit strictement est beaucoup trop oral, il y a beaucoup trop de bégaiements, de pauses, de trucs, ça c'est presque incompréhensible à écrire, et qu'il y avait une intention dans ce premier livre de garder la légèreté de l'oralité, mais que ça nécessitait un certain art d'écriture. Et l'envie que les gens entendent ma voix, en même temps qu'ils lisaient, donc qu'ils retrouvent la rythmique on pourrait dire, qui m'est propre dans ma narration. Et ça n'a pas du tout été le cas dans ce deuxième livre. Donc, tu vois, j'explore et je vois des choses très différentes. Il y a des petits textes courts, on m'a demandé beaucoup de préfaces, j'en ai fait une aux éditions Exuvie pour Cholari-Cocovirus, le livre de Mehdi Belhadj-Kassem, qui est un livre conceptuel aussi, et qui, pour moi, devait être enluminé de quelque chose de l'ordre de la poésie. Et donc, presque la préface, pour moi, était un chant, une poésie. Et là, j'explore encore autre chose, c'est que dans le livre qui nous intéresse ici, qui est Agonie et renouveau du système de santé, le premier jet
conceptuel est un travail universitaire. C'est-à-dire, c'est un travail que j'ai fait pour un master, l'équivalent d'un DEA pour les gens qui sont plus âgés, en éthique et anthropologie de la santé, et qui donc était un texte très âpre, un texte où chaque page, il fallait qu'il y ait 50 références, parce que c'est comme ça dans le monde universitaire, on ne peut pas se prévaloir d'une idée propre, on ne peut pas se prévaloir d'une émotion. Il faut que ce soit froid, que chaque phrase soit pesée et corresponde à un fait énoncé qui a déjà été dit par quelqu'un, et à la fin du chapitre, peut-être vous hasarderez une idée qui vous est propre. Donc je suis parti de ce texte-là, qui avait été fait en 2017, en disant mais là je l'ai donné à des chefs de service ronflants, des apparatchiks du système de santé universitaire, mais peut-être que ce serait très intéressant de le retravailler à la lumière de ce que j'ai vécu au travers de la crise et de ce que les gens autour de moi ont pu me raconter de ce qu'ils ont vécu de cette crise. Pour que le texte soit plus quelque chose d'âpre, mais au contraire reprenne de la vie, reprenne du relief. Et c'est avec l'aide de ta relecture critique aussi que ça a pu prendre sa forme, pour que ça devienne quelque chose de vivant à partir de quelque chose qui était plat. Et ça se termine par quelque chose de très vivant, c'est-à-dire que j'ai voulu que la conclusion soit d'une nature très différente de ce qui avait été proposé en amont dans le texte, et peut-être beaucoup moins conceptuel ou parfois théorique, mais beaucoup plus du domaine d'une émotion retranscrite, et donc presque poétique. Pour moi, la conclusion est poétique, parce que c'est tout l'enjeu du livre aussi, de partir de considérations systémiques, de compréhension d'un système, pour revenir au vivant incarné du soin et de celui qui le vit, du patient, et de ceux qui le traversent parce qu'ils y vivent, parce que c'est leur système de soins, et de tout ce que ça évoque de plus large, puisque le livre traite du système de santé, mais le tire comme un fil pour essayer de débobiner l'ensemble de notre système. Comme si le système de santé, au fond, était une volute d'une fractale. Vous savez, ces fractales, c'est ces dessins qui sont le même quand on les regarde en tout petit, et puis quand on regarde en plus vaste, en fait, ça fait le même dessin en plus grand. Là, c'est pareil, on regarde un petit dessin qui est le système de santé, mais on tire, on développe, on déplie, et on voit que l'ensemble de notre système, et de nos systèmes institutionnels en l'occurrence, répond au même logiciel, à la même chose. C'est la même logique à l'œuvre générale. Et une fois qu'on a cette logique à l'œuvre, la troisième partie du livre, on déborde un peu sur notre entretien, mais la troisième partie du livre est justement une intention de dire, regardez, une fois qu'on a vu l'ensemble du panorama, on voit aussi qu'il y a plein de mouvements, il y a plein de choses qui bougent, c'est pas figé, c'est en permanence en train de vivre, il y a de la circulation, il y a des vaisseaux, il y a des artères, il y a des cœurs qui battent, il y a des cerveaux qui réfléchissent, il y a des interconnexions de réseaux neuronaux, il y a des systèmes lymphatiques, et ça, c'est les humains qui sont en train de transformer cette image qui pouvait paraître froide et fixée, évoluant vers une impasse, en fait, est déjà en train de se métaboliser et d'aller vers autre chose. Saisissez-le. Vous n'avez qu'à sentir ce qui vibre en vous pour vous mettre en action, pour vous aussi transformer ce système de santé, mais plus largement, toute notre société, et à l'intérieur, se transformer soi-même. Ça donne envie de le lire. J'espère. En tout cas, ouais, j'aime bien que tu dises que t'es parti de quelque chose d'existant, numérique, et à un moment donné, tu m'as dit, peut-être que ça aurait été plus simple de repartir de zéro. Ouais. Et là, dis, ouais, alors évidemment, ça je pouvais pas te le dire au départ, mais forcément qu'à un moment donné, tu te retrouves dans des impasses, parce que tu prends des chemins qui sont déjà tracés par toi, mais un autre toi 5 ans avant, 5-6 ans avant même, et puis surtout, être destiné à un autre lectorat. C'est-à-dire des gens professionnels et puis qui attendent quelque chose qui est plutôt structurel et moins dans l'emphase. Et puis il y a eu toute cette crise qui t'a apporté une matière aussi à remodeler et quelque part qui est venu valider le propos aussi. Donc c'est intéressant de voir, enfin en tout cas moi, ça me plaisait en tant qu'éditeur de dire tiens, comment il va de ce texte-là de base, qu'est-ce qui était déjà extrêmement pertinent, comment le retravailler. Et t'as remodelé beaucoup, t'es revenu, t'as supprimé, t'as déplacé.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais de puzzle, de choses que tu déplaces, que tu couds, c'était exactement ça. C'était intéressant aussi de le voir parce que ça raconte la même histoire, mais comment la rendre intelligible et passionnante, et comme tu disais, fluide, et pour aller quelque chose qui va du constat âpre vers le beau. Et là, il faut utiliser une autre forme d'écriture et pas garder, on va dire, la même plume. Est-ce que tu voudrais laisser, j'imagine tu veux laisser quelque chose sur cette notion très large de lecture et d'écriture, pour toi ce qui t'est cher dans ce champ-là d'expression de vie? Ouais, c'est à la fois un processus de suspension, mais qui à l'intérieur de ce point suspendu, de cette comme les points de suspension, tu sais, il y a une attente. Il y a quelque chose qui doit jaillir. Ça ne peut pas s'arrêter là. Et donc, dans cette suspension de l'écriture, ou de la lecture aussi, en miroir, il doit y avoir autre chose derrière. Et dans la phase de l'écriture, il y a d'essayer de réinjecter du vivant, que ce soit qu'il y ait du vif dans les entrelacs de toutes les pages. À la fin, c'est pas une encyclopédie figée. Et le propos du livre, on en reparlera, mais c'est justement notre système. Et pour beaucoup de gens, un système, c'est quelque chose de mort. C'est quelque chose d'algorithmique, où il y a des boucles de rétroaction, if, then, go to, et puis ça bouge pas. Et on est en fait dans une phase de métabolisme extrêmement rapide de notre société, de notre système. C'est-à-dire que justement, il est en train d'évoluer. Et il est en train d'évoluer exactement comme le titre le dit, de l'ordre de quelque chose qui est une agonie, de la mort de quelque chose. Et est-ce que cette mort, elle est une nécrose lente, douloureuse, suppurante, ou est-ce que elle est une apoptose, elle est un suicide programmé, presque comme un algorithme, ou est-ce qu'elle est encore autre chose, ou un peu de tout ça, à la fois la nécrose de certaines parties de notre système de santé, à la fois l'apoptose, c'est-à-dire la volonté par ceux qui contrôlent le système de le suicider à certains endroits. Et ces suicides et cette nécrose font toujours apparaître autre chose. Il y a autre chose qui naît et qui se met à vivre. Et on a parlé de renouveau, mais on aurait pu parler de renaissance. Ou de transformation. Un livre n'existe pas sans l'auteur, bien sûr, sans le monde comme sujet d'intérêt, mais sans ceux qui font la matérialité du livre. Sans l'éditeur, sans les relecteurs, sans ceux qui corrigent les fautes d'orthographe, sans ceux qui donnent leur avis, sans ceux qui mettent des images, en l'occurrence Carole. Et donc, on croit qu'un livre est une œuvre individuelle, mais c'est déjà une œuvre collective. Et c'est déjà une œuvre artisanale, collective. Et donc, le plus gros du message que je pourrais passer autour de l'écriture de ce livre, c'est de la gratitude. Je vais te dire merci. Parce que sans toi, sans les gens qui vont le lire, sans les gens qui y ont contribué, ça n'existe pas. Et ça veut dire que sans les autres, moi j'existe pas. Ça c'est le constat profond de toute une vie. Sans les autres, on n'existe pas.